2025 m'a mise à l'épreuve et voici les prises de conscience que j'en retire. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et messieurs aussi pour les hommes qui m'écoutent sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus personnel. Je voulais vous partager justement une partie de mon bilan de l'année. C'est surtout on va dire une partie de transmission qui va surtout être basée, focalisée sur les prises de conscience que j'ai envie de vous partager. Peut-être qu'il y a des prises de conscience qui feront sens avec ce que vous avez vécu cette année et avec des choses que vous avez envie aussi de développer en termes d'état d'esprit. Donc c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous transmettre dans la vidéo d'aujourd'hui et puis vous inviter aussi à voir peut-être différemment votre année si elle s'est mal passée ou en tout cas si elle n'a pas répondu ou satisfait les désirs, les objectifs que vous aviez, comme ça a été le cas pour moi, notamment au niveau pro sur certains aspects. Et puis voilà, c'est une façon aussi pour moi de vous montrer mes évolutions, de vous partager un petit peu mes prises de conscience et que ça puisse justement vous inciter à vous aussi vous demander ce que vous avez appris cette année. Je ne sais pas si vous l'avez entendu récemment, mais en cette fin d'année, on nous dit beaucoup que cette année 2025, c'était une année de fin de cycle, une année de fin de chapitre, que quelque chose se fermait. Apparemment, en numérologie, l'année 2025 était une année en 9 qui apparemment est liée à une fin de cycle, à la rupture de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de ruptures cette année parmi les couples qui étaient le plus représentés. Et d'ailleurs, je serais vraiment sincèrement intéressée de savoir comment s'est passée votre année, si vous deviez la résumer en une phrase ou en quelques mots. Mais en ce qui me concerne, l'année 2025, elle a vraiment été pas simple. Sincèrement, elle a été très challengeante. Là, je vous le dis avec le sourire, mais parce que je choisis les informations que je vous donne. Vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui donne beaucoup d'informations sur moi et je pense que c'est tout simplement comme ça. Il y a des choses que je garderai pour moi. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais pas du tout rentrer dans les détails des épreuves perso ou pro que j'ai pu vivre durant l'année. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui me concerne, cette année, elle a été très challengeante parce que j'ai été confrontée à de la tourmente, à de la peur, à un fort sentiment d'insatisfaction et de frustration, à un sentiment d'échec également, qui m'a révélé aussi toute la pression que je me mettais, toute la pression que je mettais sur mes épaules. Et aussi, ça m'a fait avancer sur mon estime de moi, puisque, vous savez, quand on vit une épreuve, on se rend compte de où est-ce qu'on place ses priorités, où est-ce qu'on place ses valeurs, et où est-ce qu'on place aussi son estime. Quand tout va bien, c'est facile de s'aimer, c'est facile d'avoir confiance en soi, c'est facile de se valoriser quand la vie nous apporte exactement ce qu'on a demandé au moment où on l'a demandé. Mais quand finalement on n'a pas ce qu'on veut au bon moment et qu'on doute de l'avoir et qu'on commence à douter de soi, à ce moment-là, non seulement notre estime de nous, elle se fragilise, mais surtout on se rend compte aussi de où est-ce qu'on place notre valeur personnelle, où est-ce qu'on place notre estime de nous. Et dans ces moments-là, moi, ce que je dis tout le temps à mes clientes, c'est qu'il y a deux chemins qui nous sont proposés. C'est soit, justement, on va, j'allais dire, adhérer au rejet de soi, à la dévalorisation de soi-même, parce que on a envie de justifier toute la pression qu'on se donne en se disant je suis pas assez, je fais pas assez bien, je suis pas assez bien. Donc quelque part pour justifier la pression que je me mets ou le désir ou l'obsession que j'ai par rapport à quelque chose, il faut forcément que je me dévalorise moi parce que du coup ça justifie ce pourquoi j'y arrive pas. Ou soit on fait autre chose, on opère un recadrage de la situation, un recadrage de ce qu'on attendait, un recadrage de ce qu'on pensait être une priorité absolue, tout en gardant une haute estime de soi-même, tout en faisant le choix de se choisir, de se valoriser, ce qui n'est pas de la victimisation, ce qui n'est pas j'enlève mes responsabilités et je me dis que j'ai rien à voir là-dedans, mais ce qui est juste de la compassion pour soi, prendre soin de soi et choisir aussi ses combats, choisir de ne pas se faire souffrir par rapport à quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc ça, par exemple, ça va faire partie des prises de conscience que je vais vous partager. Mais par exemple, pour vous donner un exemple d'une des choses qui
qui a par exemple fait que je me suis sentie insatisfaite, frustrée ou dans un sentiment d'échec. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. C'est vraiment pas le truc le plus important de mon année, mais ça en a fait partie. C'est par exemple le fait que pour la sortie du livre, moi j'aurais aimé pouvoir être repérée par une maison d'édition parce que y avait une promesse de visibilité derrière, bien qu'elle soit relative en ayant parlé avec certains auteurs. Et j'aurais adoré que le livre soit disponible à la Fnac, à Cultura, parce que ça aurait permis justement une plus grande diffusion, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, j'ai dû me rabattre sur l'auto-édition. Donc ça a pu faire partie justement des choses qui m'ont rendue insatisfaite parce que j'avais envie de quelque chose que je ne contrôle pas. Et malheureusement, cette chose-là n'a pas été satisfaite, elle n'a pas fonctionné comme je l'ai voulu. Mais ce qui m'a pas empêché ensuite de sortir le livre et de pouvoir justement le diffuser à mon échelle et que vous puissiez vous avez pu justement me faire des retours super touchants justement sur votre lecture. Et je vous en remercie. Donc finalement, moi, c'est ce que j'ai vécu cette année, c'est une grande insatisfaction, une grande frustration, des périodes d'estime de soi et de confiance en soi fragile, surtout, parce que voilà, comme je vous le disais, quand on doute, quand on ne sait pas si on va réussir ou pas quelque chose, on finit par se questionner aussi sur notre foi en nous, notre foi en Dieu, notre foi en l'univers, notre foi en la vie, ce qui est normal parce que ça fait partie de ce qui est tourmenté. Et c'est quelque chose que j'ai cherché à renforcer durant toute l'année. Et c'est passé justement, en ce qui me concerne, par un recadrage de certaines priorités. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que du coup, certaines choses que je voulais pas toucher, parce que pour moi, c'était quelque chose d'absolu, une vérité absolue qu'il fallait pas remettre en question, comme certaines vérités sur ce qui nous rend heureux, ou ce qui est nécessaire d'avoir dans la vie pour être heureux, ou les choses qu'il faut absolument réussir pour pouvoir être satisfait de soi. Finalement, j'ai été amenée à remettre ça en question, parce que si je remettais pas ça en question, c'était moi que je remettais en question. Et c'était hors de question pour moi de me faire plus de mal, de me faire souffrir parce que telle ou telle chose que je ne contrôle pas ne fonctionnait pas comme je le voulais. Donc justement, c'est pour ça que la première prise de conscience que j'ai eue cette année, et c'est vraiment quelque chose que je nourris au quotidien pour cette fin d'année, pour bien la vivre et justement pour préserver mon estime de moi, c'est tout simple, mais c'est hyper important. C'est ne t'en veux pas de ne pas avoir atteint un objectif que tu ne contrôlais pas. Et ça, c'est valable pour le pro, pour le business, c'est valable pour certaines choses qu'on voulait manifester, notamment une relation amoureuse. Je trouve que cette petite phrase, elle est hyper importante parce que c'est facile de s'en vouloir en fait. C'est facile de se rejeter, c'est facile de se dire «Ah mais t'es encore toute seule, oh mais t'as toujours pas réussi ça, oh mais t'as toujours pas atteint ça». Mais en fait, il y a des choses qu'on contrôle pas. Et des fois, encore une fois, même dans ce qu'on contrôle, on pourrait penser que par exemple le sport pour sculpter notre corps, on le contrôle, ou la perte de poids, on la contrôle. Pas forcément. Et ça, c'est pareil justement pour les relations amoureuses, on contrôle pas les relations qu'on va attirer, et notamment pour le pro aussi. Donc justement, cette petite phrase de ne t'en veux pas, ne te culpabilise pas parce que tu n'as pas atteint quelque chose que tu ne contrôlais pas, elle peut paraître de rien, elle peut paraître même victimisante, comme si c'était plus facile de s'en vouloir, parce que en s'en voulant, en étant en colère contre soi, on recherche en fait une certaine forme de contrôle et de responsabilité qui n'existe pas. En fait, ça nous détruit notre estime de nous et ça nous enlève notre joie et ça nous enlève en fait notre liberté aussi. Parce que quelque part, si on est toujours en train d'être prisonnier de nos objectifs qui deviennent des obsessions sans lesquelles on ne peut pas être heureux, finalement, on devient prisonnier de notre objectif et en voulant contrôler quelque chose qu'on ne contrôle pas, on finit par être contrôlé par ce qu'on voulait contrôler et qui pourtant est incontrôlable. Et ça, c'est encore une fois vrai pour le développement de son entreprise, pour la recherche d'un emploi, pour une relation amoureuse ou, dans certaines mesures, pour certains objectifs. On contrôle ce qu'on fait, mais on contrôle pas toujours les résultats. Et je trouve que c'est important de faire la différence entre
se victimiser et se déresponsabiliser. Je n'ai rien à voir là-dedans, je ne contrôle rien du tout, je ne fais rien, je ne pense à rien, je ne m'occupe pas de moi, et je fais des choses, mais je contrôle pas le résultat. Et encore une fois, l'humain, il a très envie de chercher sa responsabilité pour aussi confirmer ce qu'il pense. Je pense que la démarche dans laquelle je suis, c'est une bonne démarche qui va me donner plus de satisfaction et plus de bonheur. Donc, du coup, j'ai envie de me dire que je suis responsable, que je suis tout puissant et que je peux tout réussir. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le développement personnel. Quand, par exemple, dans certains livres, je pense notamment au Miracle Morning, on vous dit levez-vous à 5 heures du mat, faites 3 prières, 2 pompes et écrivez 3 affirmations et vous allez régner dans toute votre vie et maîtriser votre destin. À un moment donné, tu as envie de te dire mec, arrête de nous vendre du rêve. Oui, on va développer des ressources, on va avancer, on va évoluer, on va reprogrammer certaines choses qui vont nous donner des opportunités ou qui vont nous permettre de développer des compétences qu'on n'avait pas avant, même au niveau émotionnel, ce qui va nous permettre d'avancer vers l'objectif vers lequel on veut aller. Mais de là à dire que en faisant quelque chose, en décidant quelque chose, on contrôle tout et que par la simple pensée et par le simple désir, on peut tout aligner dans notre vie comme ça, je trouve que c'est faux. Et encore une fois, pour moi, on a vraiment une protection en fait à se donner en regardant en fait où est notre vraie responsabilité et où est notre vrai contrôle. La deuxième prise de conscience que je voudrais vous transmettre, c'est que votre valeur, donc ta valeur, est au-delà de ta réussite ou de ton échec. Encore une fois, comme je vous le disais dans la première prise de conscience, ce qui est très dangereux dans le fait de se dire qu'on est responsable de notre succès comme de notre échec, c'est que derrière, l'erreur sur notre estime de nous, elle est très facile. Et c'est ça le plus dur en fait finalement et le plus dangereux, c'est de se dire si je suis responsable et que je me dis que je suis responsable de mon succès comme de mon échec, de mon célibat comme du fait d'être en couple, et dans ce cas-là, ça veut dire que ma valeur, elle est associée à ça. J'ai une valeur quand je réussis et j'en ai pas quand j'échoue. Et c'est ça le problème en fait, c'est d'associer notre valeur à notre réussite comme à notre échec. On ne devrait pas associer notre valeur à quoi que ce soit. Ce qu'on devrait faire en revanche, c'est se dire peu importe ce que je réussis ou pas dans la vie, peu importe comment j'évolue, ma valeur est inconditionnelle, je mérite le meilleur, je mérite de bien me traiter, de bien me parler et surtout je mérite d'être en paix, quoi qu'il arrive. Et la paix, on va en parler juste après. Mais c'est très important de décorréler sa valeur de sa réussite comme de son échec. Parce que quand on associe sa valeur à sa réussite, c'est super quand ça nous arrive, sauf que quand on stagne, quand on a l'impression que les autres avancent et que nous, moins, ou voir qu'on commence à décroître, notre valeur, elle en fait de même parce qu'on a mis toute notre reconnaissance sur notre réussite et quelque part sur ce qu'on fait, sur ce qu'on gagne, sur ce qu'on montre, sur la reconnaissance qu'on a et pas sur ce qu'on est. Et dans cette société, on a énormément de tentations, notamment via les réseaux sociaux, mais dans plein d'autres choses, qui nous font croire que une personne qui a de la valeur, c'est une personne qui réussit. Le concept même des stars, des personnes populaires, c'est ça. Ces personnes-là, on leur donne du crédit, on leur donne de la valeur, on leur donne une voix, on leur donne une lumière parce qu'elles sont connues, parce qu'elles sont représentées, parce qu'elles ont, parce qu'elles font, parce qu'elles gagnent. Donc, on leur donne de la valeur. Mais en fait, on devrait déjà donner de la valeur à qui on est avant même de se dire qu'est-ce que je peux réussir, qui est-ce que j'ai envie d'être, etc. J'ai de la valeur et ensuite j'évolue à mon rythme, selon mes opportunités, selon mes capacités. Troisième prise de conscience, pour moi c'est la plus importante pour moi cette année, c'est fais de ta paix intérieure ta priorité numéro 1. Il n'y a rien de plus précieux que ta paix intérieure. Ça a été vraiment ma prise de conscience et pour les personnes à qui ça va parler, mais je vous la transmets le plus possible, il n'y a rien de plus important et de plus précieux que votre paix intérieure. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, notamment derrière les personnes qui placent leur bonheur derrière une réussite, donc ça peut être la réussite d'une relation, ça peut être un mariage, ça peut être en couple, ça peut être avoir une maison, ça peut être réussir professionnellement, gagner de l'argent, etc. Derrière, il y a un besoin
de reconnaissance, de preuve sociale. Donc, il y a souvent des besoins qui sont liés à ce que ça va donner comme image de nous aux autres, souvent la reconnaissance, surtout quand il s'agit de réussite, etc. Mais derrière, si vous regardez bien, derrière tous ces besoins qui sont vains finalement par rapport au besoin d'être heureux, d'être accompli, d'être en paix avec soi, à côté de la paix intérieure, c'est très vain finalement, et bien derrière tous ces besoins, il y a le besoin d'être heureux. Et en fait, on met tellement d'étapes derrière notre bonheur personnel, on se dit que pour être heureux, il faut qu'on ait ça, 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 ça. Moi, la première, en commençant l'année, je me suis dit, c'est simple, tu vas faire ça, 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 et après, tu vas être heureuse. Sauf que la vie, elle m'a dit, mais en fait, tu peux pas tout avoir, tu peux pas avoir tout comme tu l'imagines quand tu le veux, parce que ça fonctionne pas toujours comme ça. Il y a plein de choses qui expliquent certaines choses, en fait, tout simplement. Certaines difficultés, certains blocages, etc. Des choses qui parfois ne sont pas forcément liées à toi, mais qui peuvent être liées à l'environnement. Donc si tu te mets toutes ces étapes-là pour être heureuse, tu vas te punir toi en bonheur personnel, tu vas te perdre du temps de bonheur et de satisfaction de l'instant présent parce que tu n'atteins pas toutes ces étapes-là qui, à la base, ont été mises par ton mental pour être heureuse. Et ça, d'ailleurs, c'est un protocole d'hypnose. J'ai oublié le nom. Je crois que ça s'appelle la transformation fondamentale, où en fait, on aide la personne à comprendre quel but existentiel, en fait, elle fixe derrière tous ses besoins, prendre conscience qu'en fait, la seule chose qu'elle veut, au fond, c'est être heureuse, et qu'elle peut s'autoriser, dans une moindre mesure, à s'accorder cette paix intérieure et ce bonheur ici et maintenant, même si elle n'a pas encore validé toutes ces étapes-là. Et je crois que il y a beaucoup de personnes qui souffrent de l'écart entre ce qu'elles voudraient être et ce qu'elles voudraient attirer et ce qu'elles sont et ce qu'elles ont aujourd'hui. Moi, la première, encore une fois. Mais je pense qu'il y a vraiment une épreuve de sagesse là-dedans, de se dire déjà, pourquoi est-ce que je veux tout ça? À ce point-là, quand ça devient une obsession, il y a quelque chose de malsain derrière. Et je pense aussi que ça nous invite à revenir sur ce qui est essentiel et ce qui nous appartient ici et maintenant et qui nous appartiendra plus demain, c'est-à-dire la vie, la santé, le temps, nos proches, pour nous rendre compte que ce qu'on pense être de la merde aujourd'hui ou des choses qui sont pas très importantes, c'est en fait le luxe de personnes qui ne l'ont pas. Ou encore une fois, c'est vraiment, j'ai envie de dire, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, mais moi, des fois, quand je vois des documentaires sur Arte de personnes en Inde qui vivent sous 50 degrés ou de personnes à Hong Kong, par exemple, qui vivent dans des cages de 2 mètres carrés alors qu'ils ont plus de 70 ans et qu'ils ont besoin de soins, mais je me dis, mais en fait, ta vie, elle est belle, ma sœur. Elle est belle, en fait. Et encore une fois, comme je vous le disais, on est dans une société où on veut tellement nous pousser à consommer, à acheter, parce que le but, c'est toujours ça, qu'on nous crée du besoin tout le temps. Mais tu serais mieux si tu avais ça, mais t'aurais mieux si tu avais ça. Et on va mettre en avant des personnes qui vont nous influencer et qui vont nous donner une image d'une vie idéale que très peu de gens ont, alors qu'en fait, notre seule liberté, c'est d'être heureux ici et maintenant, sans toutes ces étapes-là. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que la paix intérieure, c'est le plus grand luxe qu'on peut s'accorder. Et je pense même que ça, c'est notre responsabilité, d'ailleurs. Je pense que ça, c'est vraiment notre devoir vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui, quand bien même on pense qu'il y a plein d'étapes ou plein de raisons qui pourraient nous pousser à ne pas être heureux, je pense que c'est quelque chose qui, la paix intérieure, en réalité ne devrait dépendre de rien d'autre que de l'ici et de maintenant. Y compris dans des situations extrêmes. Je pense à des traumatismes très très importants, mais là ça demande de la thérapie, de l'accompagnement, parce que des fois il y a des choses tellement horribles qui nous arrivent que vraiment c'est très difficile de trouver de la paix à travers ça, et je pense que c'est tout le travail de deuil. Mais dans notre vie de tous les jours, quand bien même on est seul, quand bien même on vit des choses difficiles, je pense qu'on se doit et qu'on peut trouver de la paix dans le fait d'être ici, maintenant, et qu'on peut trouver de la paix et de l'amour et de la gratitude dans ce qu'on traverse tout de même, et de la beauté aussi. En tout cas, moi, c'est la mission que je me donne par rapport à moi-même, et je trouve que c'est important. Quatrième leçon que j'ai envie de vous partager, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, mais ce sont mes apprentissages à moi, donc je transmets à qui ça peut parler.
c'est tu ne récupéreras pas l'énergie sacrifiée pour ton travail, alors sache t'en détacher. Mais ça, c'est déclinable dans les relations pourries aussi, hein. Tu ne récupéreras pas l'énergie que tu as passée à sauver le dernier clochard qui te disait qu'il n'était pas prêt, mais que tu comprends et qu'il faut que tu le sauves, etc. Tu ne récupéreras pas ton énergie. Tout ce à quoi tu donnes du temps, c'est bien. Moi, comme vous le savez, mon travail, c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Peut-être même qu'il faudrait pas que je l'aime par-dessus tout. D'ailleurs, je suis en train de m'écouter, il faudrait peut-être que je dose un petit peu. Parce que je pense que c'est bien d'être passionné, mais il faut avoir conscience que voilà, tout ce qu'on met quelque part, on le met pas dans un autre domaine et on le récupère pas. Donc des fois, ça peut être problématique d'ailleurs de trop investir quelque chose. Donc c'est une réflexion d'ailleurs pour moi pour l'année prochaine de me dire voilà, je suis engagée dans mon travail, dans ma mission d'accompagner les femmes, mais je ne vais plus me sacrifier. Je ne vais plus trop donner, tout donner, y compris mon temps, mon énergie. Des fois, je donne trop. Des fois, quand je termine mes journées, j'ai plus d'énergie parce que j'ai trop donné. Et j'ai un peu ce côté très soldat, très je donne, je travaille beaucoup, j'ai une grande énergie. Mais en fait, cette énergie-là, elle n'est pas illimitée. Et je pense que c'est un modèle que j'ai vu dans mon environnement, que j'ai appris et que je sais faire. Mais je pense que ça me rend pas forcément plus heureuse et ça me permet pas de profiter des autres choses simples de la vie. Donc en fait, c'est aussi la réflexion de se dire le travail, c'est que du travail. Après tout, ça reste une part de ma vie, mais ça ne doit pas être toute ma vie. Donc, je vais aussi penser à moi et moins faire parce que tout simplement, je suis la priorité. La 5e prise de conscience, c'est justement la suivante. C'est quand tu es obsédé par quelque chose, tu es dépendante de cette chose et tu te perds toi-même. Encore une fois, moi, ça m'est arrivé cette année par rapport à des objectifs que je plaçais trop haut, je vous invite à réfléchir à ça. Je vous ai pas en face de moi, mais en soi, je pense à certaines personnes que j'ai accompagnées qui se reconnaîtront. Je vais pas les citer, mais c'est pareil pour les relations. Je veux dire, moi, je suis pas là en train de vous dire, vous êtes seul depuis 10 ans, ne voulez, enfin, arrêtez de vouloir être avec quelqu'un. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Bien sûr que c'est important d'être avec quelqu'un, bien sûr qu'il y a des moments où on a envie de se couper cette solitude et de construire quelque chose. Je ne nie pas ce fait-là, mais je pense que ce qui est malsain, c'est d'être obsédé par le manque de quelque chose dans sa vie. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes obsédé par ça, qu'est-ce que ça change? Rien. Juste vous êtes obsédé. Vous êtes juste obsédé par quelque chose qui vous manque, qui manque à votre bonheur. Mais en fait, c'est pas qu'il doit rien vous manquer, mais c'est qu'en fait, c'est pas cette obsession qui va changer quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a pris conscience que le fait d'être obsédé par quelque chose et de vouloir le contrôler, ça nous contrôlait, qu'est-ce qu'on peut faire? À part se dire, mais je m'autorise à être en paix ici et maintenant parce que dans tous les cas, je ne le contrôle pas. Et encore une fois, derrière l'obsession, il y a un désir qui est malsain, il y a une sensation de substituer notre paix intérieure et notre bonheur à quelque chose. C'est comme si on faisait une transaction de notre bonheur à cette chose-là qu'on imagine qui va nous rendre heureuse, alors que si ça se trouve pas du tout, même si vous me dites oui mais une relation, oui mais plus d'argent, moi je suis la première à vous dire, si j'avais 20 millions, je pense que je serais full heureuse. Bah en vrai, peut-être pas. Peut-être pas. Combien de personnes qui ont tout ce qu'on pourrait imaginer ne sont pas heureuses à l'intérieur d'elles-mêmes? Il y en a plein. Parce que je pense que la satisfaction, le bonheur, c'est quelque chose de très profond, de très existentiel, qui touche à notre nature profonde d'humain, d'homme, qui est sur cette planète, à toujours vouloir plus, à toujours chercher à se remplir du dernier truc, du dernier besoin. Et derrière, quand on l'a, on s'y habitue très vite, puis on se rend compte qu'en fait, ça va pas nous couper de notre destin, qui est de mourir, qui est qu'on disparaît, qui est qu'on sait pas où on va. Et en plus, on se crée plein de pression sur cette vie, mais on sait même pas ce qu'il y a derrière. En fait, ouais, il y a un truc un peu angoissant, en fait, dans cette vie humaine, et je pense que derrière toutes ces obsessions, je pense que c'est une façon de pas voir en fait cette réalité-là, et c'est une façon de fuir un peu parfois des réalités dont on n'a même pas forcément conscience,
tellement elles sont en face de nous, mais on les voit pas toujours. Et je pense que des fois, cette société, elle veut un peu nous tenter et nous cacher un petit peu cette réalité-là à laquelle on devrait faire face davantage, justement pour mieux vivre l'instant présent et pour juste se dire, bah, quand le soleil se couchera, bah, je ne sais pas ce qu'il y aura derrière, donc je vais profiter ici et maintenant, sans chercher plus et surtout sans me rendre malade de quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui. Parce que c'est pas en étant obsédé par un besoin que vous allez davantage l'attirer et que quand vous l'aurez, vous serez davantage heureuse. Tout a son lot de bénédictions et de problèmes. Une relation amoureuse, c'est une grâce, c'est merveilleux, mais c'est aussi difficile. Ça vous montre aussi des choses de vous-même qui sont difficiles. Les enfants, c'est pareil, la famille, c'est pareil, les amis, c'est pareil, l'argent, c'est pareil, la santé, c'est pareil. Tout, en fait, finalement. Donc, c'est pour ça que moi, ce que j'invite à faire, c'est recadrer, remettre à sa place ce qu'on considère comme étant l'objectif absolu à atteindre et se dire, bah, comment est-ce que je peux trouver de la paix ici et maintenant, tout en allant vers ce qui compte pour moi, mais en remettant la fonction de bonheur absolu existentiel que je donne à cette chose-là, y compris l'amour ou d'autres choses. La sixième prise de conscience, c'est encore très importante, vous avez remarqué que ça touche toujours à peu près à la même chose, c'est de regarder le bonheur et la richesse qui émanent déjà de votre vie actuelle, là où vous en êtes déjà, et savoir être reconnaissant de ça, parce que c'est déjà incroyable en fait. On veut toujours plus, on nous pousse à toujours vouloir plus parce qu'on nous montre toujours plus. Et je pense que s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, si on ne voyait pas toutes ces personnes qui se marient, qui montrent, qui font de la représentation ou qui vivent des choses qu'on vivra jamais ou qui nous semblent inaccessibles, il y aurait moins cette sensation de manquer et on pourrait peut-être plus se satisfaire de ce qu'on a. Mais on est tellement tout le temps en train de nous montrer plus qu'on veut toujours plus et qu'on se contente jamais de ce qu'on a. Et moi, ce que je me dis, mais c'est en fait si aujourd'hui, c'est fou parce que je pense à une vidéo qui m'a marqué, ça me marque encore aujourd'hui quand je vous en parle. Je l'avais vue sur TikTok, c'est une jeune fille qui est tétraplégique, je crois, depuis peut-être 3 ans, suite à une maladie. Et en fait, elle faisait une vidéo sur toutes les choses qui lui manquaient. Et en fait, elle disait, bah moi, ce qui me manque, par exemple, c'est que quand je suis dans un magasin, c'est de pouvoir mettre ma main sur les vêtements. Vous savez, comme moi, par exemple, quand je vais chez Morgane, c'est mon magasin préféré, je touche la matière. Ou par exemple, quand je vais chez Intimissimi, je touche le cachemire, j'aime bien, c'est doux, je me dis, ah, ça va me plaire, etc. Ben, elle peut pas faire ça. Et ça lui manque. Ça lui manque de s'énerver contre quelqu'un et lui dire ce qu'elle pense, parce que comme elle a besoin des personnes, vu qu'elle est dépendante, mais elle peut pas s'énerver comme elle veut et peut pas sortir d'une pièce. Elle disait par exemple que ça lui manquait de cuisiner, que ça lui manquait de pouvoir mettre du parfum, de se maquiller. Et en fait, je me dis mais c'est fou parce que dans cette vie, on veut toujours plus, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on considère comme nul, comme par exemple prendre une bonne douche, manger des bons aliments, être en bonne santé, jusqu'à ce qu'on l'ait plus, en fait. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de désirer certaines choses, que vous n'y avez pas le droit. Mais je pense qu'il faut aussi remarquer que je pense qu'il faut parfois aussi accepter qu'on n'a pas tous les mêmes opportunités, on n'a pas tous les mêmes chances. Et pourtant, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir accès au bonheur. Parce que même si on ne vit pas tous les mêmes choses, notre même responsabilité, c'est d'être en paix avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit. Et je pense que ça passe par le fait d'observer déjà ce qu'on a, d'en être reconnaissant, tout en essayant au mieux d'évoluer et d'avancer vers ce qu'on veut. En sachant que dans ce pays, on a quand même certains avantages, même si c'est compliqué politiquement, économiquement, etc. On pourrait être dans un pays ou dans une situation où c'est pire, on a beaucoup moins d'avantages et beaucoup moins de liberté. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est des prises de conscience qui me paraissent vraiment basiques, simples, mais finalement, je crois que la sagesse, c'est de se rendre compte de l'importance des choses simples qu'on voulait pas accepter,
parce que justement, on mettait des barrières à notre bonheur. Et moi, ce que j'ai appris cette année, c'est à quel point c'est important et fondamental de comprendre que le bonheur, il est là, il est aujourd'hui. Il n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, quand j'aurai, quand je serai. Il est là. Parce que une fois qu'on a atteint l'objectif, si on l'atteint un jour, on aura toujours une recherche derrière, toujours plus, toujours la quête du bonheur. Cette carotte, elle continuera toujours de s'en aller. Or, on peut aussi se satisfaire de ce qu'on est, de ce qu'on a, et se dire qu'on a le droit aussi d'avoir du bonheur aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est fondamental. Donc, j'aimerais bien avoir vos prises de conscience pour cette année en ce qui vous concerne. N'hésitez pas à les partager en commentaire et à me dire ce que cette vidéo vous aura fait ressentir et ce qu'elle vous aura permis de remettre en question. Je vous dis à bientôt. Au revoir et bonne fin d'année.